En Ouganda, l'universitaire et militante féministe Stella Nyanzi fait ses adieux à la prison. Elle vient d'être acquittée en appel. Elle était poursuivie pour harcèlement en ligne du président Yoweri Museveni. Faure Gnassingbé serait-il victime de préjugés? Le président togolais en campagne électorale tente de se définir. « Je n'agis pas comme un dictateur », a-t-il lâché. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, le réseau de défense des droits humains en Afrique centrale condamne les tueries du 14 février au Cameroun. L'ONG demande toute la lumière sur ces violences dans lesquelles 22 personnes ont perdu la vie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Elle fait ses adieux à la prison. Il s'agit de l'universitaire et militante féministe ougandaise Stella Nyanzi. Elle avait été condamnée à 18 mois de prison en première instance pour avoir harcelé en ligne le président de la République Yoweri Museveni. C'était donc à Kampala. Voici donc les détails à travers ce reportage. Le juge Peter Adonio l'a quitté mercredi en appel et a également rejeté un appel du parquet concernant l'accusation de propos offensants. L'universitaire s'est adressé aux dizaines de ses partisans réunis devant le tribunal en leur demandant « Pourquoi étais-je emprisonné? Pourquoi suis-je resté en prison pendant autant de mois ?» Madame Nyanzi avait été inculpée et placée en détention en novembre 2018 pour avoir posté sur son compte Facebook des propos jugés obscènes à l'encontre du président Museveni et de sa mère, décédée en 2001. Dans ses commentaires, elle avait fait référence à l'anniversaire du chef de l'État et regretté dans un langage cru que celui-ci ait vu le jour. En août 2019, elle avait été condamnée à 1 an et demi de prison pour harcèlement en ligne, même si le tribunal n'avait pas retenu à son encontre l'accusation de propos offensants. En 2017, Mme Nyanzi avait déjà été arrêtée et placée en détention pour avoir notamment comparé le président Museveni au pouvoir depuis 1986 à une paire de fesses. Chercheuse associée à la prestigieuse université de Makerere à Kampala, Mme Nyanzi est titulaire d'un doctorat sur les sexualités en Afrique. Ses commentaires sur Facebook, où elle est suivie par plus de 2000 personnes, divisent la société ougandaise, un pays largement conservateur, mais dont une partie de la population, notamment au sein de la jeunesse, souhaite le départ du président. Les échos à présent de la campagne électorale au Togo dans la ville d'Aboudrafo, dans le sud-ouest du Togo. Les partisans du parti au pouvoir, sous la houlette de la princesse Tetevi Pamela, ont mobilisé les électeurs. La victoire est assurée pour leur candidat, a-t-elle martelé les précisions. Nous sommes à 24 heures de la fin de la campagne des élections présidentielles dont le premier tour est prévu le 22 février au Togo. La population d'Aboudrafo, dans la commune du Lac 3 au sud-est de Lomé, est invitée à voter massivement pour le président sortant Faure Gnassingbé. Un 4e mandat au président sortant, selon l'organisatrice du présent rassemblement, est nécessaire et Aboudrafo doit donner le bon exemple. Pamela Tetevia, une donatrice reconnue dans la commune de Lac 3, a ce 19 février organisé 2 géants meetings. À l'occasion, après avoir démontré à la population le processus du vote pour ne pas voir son vote annulé, les documents dans lesquels se trouvent les différentes réalisations du candidat Faure Gnassingbé et son nouveau projet de société ont été distribués avec d'autres étrennes à son effigie, aux participants, à ces rencontres. Pour la princesse, le nombre de mandats aujourd'hui agités par certains n'est qu'une conception occidentale, à la limite erronée. Il doit rester. Il a mis tout le pays en chantier, ce qu'on n'a jamais vu, et on est en train de voir. Avant, il y avait les délégations spéciales. Au jour d'aujourd'hui, il y a les communes. Si vraiment il ne veut pas la liberté ou bien la démocratie pour son pays, il n'y aura pas ces communes-là pour que nous soyons indépendants et qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire les naissances, etc. Donc déjà, il pense beaucoup à son pays et il œuvre pour son bien-être. Pour cela, nous serons toujours derrière lui pour l'encourager. Un président développeur mérite la confiance du peuple, a-t-elle ajouté, pour montrer son engagement aux côtés du président Faure Gnassingbé. Un géant meeting est prévu pour ce vendredi dans la commune du Lac 3 pour terminer en apothéose avec la campagne des élections présidentielles. Nous tous, on a vu
ce qu'il a fait, hein, que ce soit du nord de Séquency jusqu'à Lomé. En 15 ans, tout a vraiment changé, tout a évolué. On a vu de grands projets se réaliser et pour nous qui sommes sur place, on ne voit pas assez. Mais les étrangers qui arrivent apprécient beaucoup. Et bon, voilà ce qui m'a beaucoup motivé. Retenons qu'ils sont 6 candidats de l'opposition à faire face au président sortant Faure Gnassingbé pour ce scrutin prévu le 22 février prochain. Je ne me sens pas l'âme d'un dictateur, c'est ce qu'a déclaré le président togolais Faure Gnassingbé à moins de 24 heures de la tenue de la présidentielle. C'est demain, samedi 22 février. Il fait figure de favori alors qu'il est candidat à sa propre succession pour un 4e mandat consécutif. On écoute le président Faure Gnassingbé. Je suis serein, confiant. Mais le plus important, vu notre histoire récente, c'est que ça se passe bien et que le processus soit crédible et les résultats acceptés par tous, en tout cas par tous les hommes de bonne volonté. Il y avait, la grande majorité pensait que c'est un Gnassingbé, qu'il soit jeune ou vieux, c'est un Gnassingbé, voilà donc le nom. Et une petite minorité, ceux qui peut-être me connaissent mieux, savent que c'est plutôt quelqu'un d'une autre génération. Donc d'un côté l'affiliation et à l'autre côté un homme qui est de son temps, une femme qui est de son temps. Moi je fais le choix de la génération, mais je ne peux pas changer mon nom. Peut-être que ça nous colle à la peau. Plutôt que c'est plus une réputation qu'une réalité. Un président ne peut pas être au fait de tout ce qui se passe. C'est pas que je me défausse. Voilà. Et puis, bon, il y a aussi l'image. Mais si vous avez le temps de vous pencher sur la situation dans notre pays, en lisant la presse, ou etc., très honnêtement, vous verrez que parfois, ces propos ou bien ces appréciations sont exagérées. En tout cas, je ne me sens pas l'âme de dictateur ou quoi que ce soit. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont annoncé ce jeudi s'être mis d'accord pour former à la date butoir ce samedi un gouvernement d'union nationale, une étape cruciale pour donc mettre fin à 6 années de guerre civile. Le chef de l'État a confirmé que les deux hommes s'étaient entendus pour gouverner ensemble après 2 précédentes tentatives qui s'étaient soldées par des échecs. Nous sommes convenus de former le gouvernement dans 2 jours, le 22 février. Nous discutons encore sur d'autres questions et j'ai confiance que nous parviendrons à une solution, a déclaré Riek Machar à l'issue d'une rencontre à Juba avec le président Salva Kiir. C'est l'accusation d'avoir fomenté un coup d'État porté par Salva Kiir, un Dinka, à l'encontre de Riek Machar, son ex-vice-président, membre de l'ethnie Nuer, qui est à l'origine du déclenchement de la guerre civile en décembre 2013. Et en juillet 2016, une autre expérience de gouvernement d'union avait pris fin abruptement quand de violents combats avaient opposé les troupes d'élite de Machar à la garde présidentielle de Salva Kiir dans Juba. Salva Kiir a annoncé qu'il allait dissoudre jeudi le gouvernement actuel et nommer vendredi Machar à l'un des postes de vice-président, comme le prévoit l'accord de paix conclu en septembre 2018 à Addis Abeba. En tant que président, je nommerai les vice-présidents et je commencerai en nommant Riek Machar demain matin. Je dissoudrai le gouvernement jeudi et un nouveau gouvernement sera formé le 22, a-t-il déclaré. La formation d'un gouvernement d'union nationale était le point clé de l'accord de paix de 2018. Il a appelé les quelques 190 000 personnes qui vivent toujours dans des camps placés sous protection de l'ONU dans tout le pays à en sortir, car une nouvelle ère de paix est arrivée. Le conflit marqué par des atrocités à caractère ethnique, dont des meurtres et des viols, a fait en 6 ans plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Au Cameroun, l'Organisation de défense des droits humains, le RIDAC, a fait le point des dernières élections et notamment le massacre de Ngambour. C'était le vendredi 14 février dernier. C'était au cours d'une conférence de presse donnée donc par ses membres. Il faut rappeler que 22 personnes avaient péri le 14 février dernier lors des massacres. Le vendredi 14 février 2020, alors que nous sommes encore en pleurs dans la souffrance du simulacre électoral du double scrutin du 9 février dernier et la mise en place des propositions du grand dialogue national,
au moins 36 personnes ont été froidement assassinées par certaines forces de sécurité dans la localité de Garbour, département du Donga-Mantoum, dans la région du Nord-Ouest. Un des épicentres de la crise sociopolitique qui mine le Cameroun depuis bientôt 5 ans. Plus de la moitié des victimes, précisons-le, sont des enfants et des jeunes, dont 9 d'une même famille, que nous avons bien le nom, parmi lesquels des bébés et de 8 mois et 4 femmes enceintes. En rappelant tout ceci, dans notre propos, nous interpellons le président Paul Biya directement que l'unique voie du succès aujourd'hui est de faire preuve de leadership en déclarant solennellement un cessez-le-feu dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, libérant purement et simplement Ayouk Tabé, ses compagnons et les 1500 autres qui croupissent dans les geôles pour des négociations saines et vraiment inclusives quant aux revendications des populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun, appelant à la mise en place d'une commission mixte, indépendante et impartiale, société civile, Commission nationale des droits de l'homme, des libertés, les Centres des Nations Unies, l'Union africaine, pour une enquête indépendante sous l'accompagnement des médiateurs régionaux et internationaux, afin que les enquêtes et les recommandations pour la Commission Vérité, Justice et Réconciliation soient réunies pour une réconciliation véritable et durable entre les Camerounais. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.